ça, c'était une contrainte. Et puis on s'expose quand on va chercher des seringues. C'est clairement s'afficher comme un toxico qui veut se shooter. Je pense que ces kits, ceux qu'on distribue avec les associations, ils ont vraiment amélioré la sécurité. Et ça a sauvé des vies. Ça a surtout sauvé beaucoup de vies chez les consommateurs de drogue. Grâce au travail d'associations comme celle-ci, le nombre de toxicomanes infectés par le sida a diminué de moitié en 10 ans au Portugal. Viens, viens l'ami, allez, avance. Avance, ici. Ici, ouais. Faites le tour, je vous garde la place. Allez, vas-y, sors, sors. Paolo est un toxicomane du quartier, un des protégés de l'association Desavio Joven. Tous les jours, il gare et surveille les voitures sur le parking de la cour de justice de Setúbal. Les juges, les avocats, ici tout le monde le connaît et l'apprécie. Non, fallait pas. Regardez, on vient de m'offrir une bouteille. Moi je ne bois pas, mais à la maison je la mettrai dans le bar. Merci. Allez, merci. Merci, c'est sympa. Oui, oui, ils sont sympas, mais il faut aussi qu'on soit sympa avec eux. Bonjour, comment ça va? C'est comme ça, tu vois. Allez, je vais te montrer. Bonjour madame. Comment allez-vous? Au Portugal, les toxicomanes ne sont plus considérés comme des marginaux. On a l'habitude de les aider. Paolo gagne ainsi 70 € par jour. Alors là, tu vois, je me suis fait 1,20 €. C'est ce que la dame m'a donné. Mais tout l'argent gagné part dans la drogue. Une dose d'héroïne coûte 10 €. Paolo se pique toutes les 3 heures. 20 ans que cela dure. Un cocktail d'héroïne et de cocaïne, juste pour faire passer la douleur. Eh ouais, c'est ça la vie de drogué, tu vois. C'est une vie triste, mais c'est une vie qu'il faut supporter. De toute façon, il n'y a que ceux qui la subissent qui savent. Son moment de répit, c'est quand il rejoint Tony et l'association. Ah, salut! Alors, il y a de la drogue ici? Il y a de la drogue? Alors, Paolo, comment ça va? Cela fait bientôt 2 ans que Tony s'occupe de Paolo. Et il espère bien le faire décrocher un jour. Paolo, s'il te plaît, dis-moi que tu veux changer. Et moi, je t'aiderai à gérer tout ça. Mais si tu veux changer, il faut que tu fasses en sorte que les choses avancent pour toi. On est là pour ça, nous, on va t'aider. Ouais, mais moi, j'ai vraiment rien. Je sais, on va t'aider, c'est ce que je te dis. Sans vous, j'aurais même pas à manger, c'est comme si j'existais pas. C'est ma famille. Moi pour eux et eux pour moi. C'est vraiment une famille. Ils me donnent à manger, on parle ensemble, ils me donnent de l'affection, ils m'aident, ils me donnent tout. Sans eux, nous... Enfin, tu vois, quoi. Une famille, un premier pas vers la guérison. Le chemin à parcourir est encore long, mais c'est possible. Au Portugal, on tente de réinsérer tous les anciens toxicomanes. Et dans sa région, Tony dispose d'un allié. Salut Julio, ça va alors? Bien, et toi? Je suis content de te voir ici. Il y a 22 ans, Julio était héroïnomane, sans un sou, SDF. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur exemplaire qui, à son tour, aide les toxicomanes en leur donnant du travail. Des hommes que Tony a sortis de la rue. Salut toi. Dis donc, t'as pas pris un peu de poids? C'est une grande famille ici. Salut Pedrino, comment ça va? Dans cette entreprise qui fabrique des meubles pour enfants, un employé sur 5 est un ancien drogué. Vous avez vu les gars, il y a Tony. C'est le cas de Luis, le dernier embauché. L'ami Luis. Comment vas-tu? Est-ce que tu es heureux ici? Ouais, ça va bien.
T'as enfin du boulot. Ça y est, tu t'en sors. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Fantastique. À peine 4 mois qu'il travaille. Impossible de différencier Luis des employés classiques. Son passé de drogué est déjà loin derrière lui. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Ici, je me sens comme une personne normale, qui a eu des problèmes de drogue dans le passé. Mais là, ça y est, je suis vraiment en train de m'en sortir. C'est vraiment un miracle. Clairement, en ce moment, les gens qui nous regardent peuvent ne pas croire au miracle, évidemment. Et pourtant, il y en a deux. 2 miracles, devant eux. Et si Julio venait dans le cadre, ils en verraient 3. C'est comme s'ils regardaient 3 miracles. 3 miracles vivants. Alors, miracle ou modèle? Aujourd'hui, le monde entier a les yeux tournés vers le Portugal et son approche novatrice à l'égard des stupéfiants. Pour les spécialistes de l'Observatoire européen des drogues installé à Lisbonne, la politique menée ici mérite vraiment une attention particulière. En général, les hommes politiques considèrent que s'ils dépénalisent, s'ils réduisent les amendes, eh bien automatiquement la consommation des drogues va augmenter. Et ils en sont convaincus. Ils pensent qu'en durcissant la loi, la consommation va baisser. Mais le modèle portugais a montré que c'est totalement faux. Au moment où tous les États, tous les pays essayent de réduire leurs dépenses publiques, on sait très bien que soigner un toxicomane coûte beaucoup moins cher que de l'envoyer en prison. Et pour ceux qui douteraient encore de l'expérience portugaise, une dernière statistique. Après 10 ans de dépénalisation, le Portugal est le pays d'Europe où la consommation de drogue a le moins progressé. Alors, à un peu plus d'1 an de l'échéance présidentielle, cette question du cannabis est-elle présente dans le débat politique? Un homme a décidé d'ouvrir le débat. C'est un ancien ministre de l'Intérieur, le socialiste Daniel Vaillant. Il souhaite une légalisation contrôlée du cannabis. Pourquoi? Tout simplement pour sortir du statu quo, la loi de 70, la prohibition. Parce que la prohibition, elle n'empêche ni le trafic, ni la production, ni la consommation. En fait, vous avez mis les pieds dans le plat pour dire qu'il faut... Je les ai un peu remués et avec il faut en parler. Un peu. Pour dire il faut en parler. Il faut en parler. Je pense que les parents, notamment, sont directement concernés. Et moi, j'ai discuté avec des parents qui disent, vous savez, on se demande s'il ne vaudrait mieux pas que nos jeunes aillent dans un bureau de tabac ou dans une pharmacie dédiée, contrôlée, pour acquérir, s'ils en ont vraiment le besoin, et éviter l'addiction, qui est un vrai sujet, un vrai problème, à un prix modique, parce que le cannabis ne coûte pas cher s'il n'était pas l'objet de spéculation de trafiquants, plutôt que d'aller dans la rue, traîner, pour acquérir dans des conditions plus ou moins troubles le produit plus ou moins dangereux en fonction de sa provenance, et pour alimenter des réseaux criminogènes, de criminalité organisée, quand ça n'est pas du terrorisme, hein, parce que ça alimente des filières, eh bien beaucoup de parents disent finalement on préférerait, majeurs bien sûr, qu'ils se rendent dans une pharmacie qui vendrait sous certaines modalités de contrôle, etc., à moindre prix, et peut-être serait une manière de faire baisser la consommation, parce que l'interdit est aussi un attrait. Donc dans votre proposition, vous autorisez la vente d'une certaine quantité de cannabis à chaque individu, c'est ça? On installe des coffee shops, place de majeurs, bien sûr. Je pense qu'il vaudrait mieux une production contrôlée, sous l'égide de l'État, peut-être je dirais un office d'État, à la fois pour... C'est-à-dire comme il y a des producteurs de céréales, qu'il y ait des producteurs de cannabis? Des producteurs de tabac. Tabac, aujourd'hui, il est bien produit quelque part, quand même. Bon, eh bien, il est contrôlé. On voit peu de plantations de tabac frauduleuses. Je pense que ça concernerait aussi l'importation. Je veux dire, on ne peut pas avoir des relations avec le Maroc. Les autorités marocaines disent on est contre le cannabis, on essaie nous-mêmes de faire la guerre aux plantations clandestines, et en même temps de voir tout ce qui arrive du Maroc en matière de cannabis, du bon et du moins bon. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait
que les douanes, notamment, pourraient être associées à la répression de tous ces trafics, de toutes ces importations frauduleuses. Après, s'il doit y avoir des importations pour fournir la filière régulière et licite d'un cannabis vendu dans des pharmacies ou dans des bureaux de tabac dédiés, sous contrôle, que pour les majeurs. Une certaine quantité, un certain prix, avec un taux de THC vérifié le moins nocif possible. Vous comprenez? C'est un problème d'équilibre. Mais voilà, il faudrait, je crois, sortir de la logique de l'anarchie dans laquelle on est, parce qu'aujourd'hui, on est laxiste. Voilà. Moi, en réalité, je trouve qu'aujourd'hui, la loi de 70, puisqu'elle est inappliquée, parce que sans doute est-elle inapplicable, parce qu'elle est prohibitionniste, elle conduit au laxisme, à la dérive. Et bien moi, vous savez, je suis un homme de droit, de devoir, et je pense que la République n'a pas le droit de fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui en matière de consommation cannabique. Vous savez très bien, Daniel Vallon, que les gens vont dire, si on autorise la vente de cannabis, eh bien, ça va être la porte ouverte pour le passage à d'autres drogues plus dures. Je pense que cette crainte, si elle est agitée, c'est surtout pour faire peur par rapport à l'évolution sur le cannabis. Quand on n'a pas beaucoup d'arguments, on a tendance à faire l'épouvantail. Moi, je ne crois pas aujourd'hui qu'on passe automatiquement du cannabis, surtout s'il était consommé de manière plus, je dirais, réglementée et moins dangereuse, qu'on passerait immédiatement à la cocaïne. Hélas, il y a des gens qui consomment de tout. Alors ça, c'est le cas aujourd'hui avec la loi de 70. Comprenez, Monsieur Liénard, qu'on est sur une loi qui date maintenant de plus de 40 ans, qui est prohibitionniste. L'alcool est une drogue licite, et les autres, le tabac, considérons que c'est une drogue, mais quand même particulière, parce qu'elle ne modifie pas le comportement, et les autres sont des drogues illicites. Or, nous constatons que les drogues illicites qui sont interdites, qui sont réprimées, qui sont censées l'être, progressent plus que l'alcool qui régresse. Donc, quand même, j'estime que quand on est père de famille, qu'on est élu, on doit au moins se poser la question. Ouvrons le débat, ayons ce courage et essayons de faire en sorte que la politique, je dirais, n'aille pas se nourrir de ce débat qui mérite mieux que des joutes électorales ou politiciennes. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Nous avons tenté d'ouvrir un débat difficile autour de la question de la légalisation du cannabis. Merci à Patrick Boité qui a préparé cette émission avec l'aide précieuse d'Isabelle Ledizé. Merci à Nicolas Maupier qui l'a réalisé. Et nous nous retrouverons au mois de juin. D'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir. Se van los canachis.